Bonsoir à tous, c'est le grand rendez-vous. Bienvenue déjà et merci d'être présent au tout premier numéro de cette semaine de travail. Mes chroniqueuses et moi, nous allons recevoir pour vous ce soir un ingénieur agronome, un défenseur de l'environnement, un agent du CNSR et bien évidemment un consultant en développement local. Préparerons-nous tout simplement à les recevoir en suivant la météo. Le grand rendez-vous ce soir, ça parlera production du piment. Une information pour vous, chers téléspectateurs, le Sud Bénin produit 70% du piment béninois. Les détails, ce sera sur Monde Agricole dans un instant. Alors, urgence signalée chez les défenseurs de l'environnement. Ils dénoncent les dégâts causés par les eaux usées issues des industries sur l'environnement. Alors, ces dégâts sont d'ailleurs même qualifiés d'actes de criminalité écologique. Rendez-vous avec Joséa Dossou-Baudrenou de Nature Tropicale pour les précisions. Les populations, quant à elles, ont leur mot à dire dans la gestion des communes. C'est ce qui est d'ailleurs même recommandé pour la bonne marche du concept de décentralisation quand on parle des projets. Alors, au Bénin, les populations sont-elles vraiment impliquées dans ce concept de décentralisation? On y répond tout à l'heure avec l'expert. Et si vous avez votre permis de conduire, chers téléspectateurs, c'est une très bonne chose. Mais retenez tout simplement qu'on peut vous le retirer, ce permis de conduire-là. Bien évidemment, alors, ce grand rendez-vous parle des conditions de retrait du permis de conduire. C'est sur la rubrique Autant savoir. Et retrouvez dans un peu moins de 45 minutes, bien sûr, le journal de Nadège Soni, déjà en place pour nous présenter les titres. Bonsoir Nadège. Bonsoir à vous, Assim Gaba. Alors, un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine de travail. Et déjà, les titres de 19h45, c'est quoi déjà? Merci à vous, Assiom. Dans le journal de ce lundi 9 avril, on s'intéresse au métier de dépannage. Les dépanneurs se font rares dans nos quartiers. Une équipe a fait le tour de la ville. Dans cette édition, on parle également des fleurs, même si les aménagistes le recommandent pour la beauté de notre cadre de vie. Il n'est pas toujours aisé d'avoir les fleurs disponibles. Et puis, on vous emmènera en Russie pour parler de cette application qui n'est plus la bienvenue dans ce pays. Il s'agit de Telegram, un réseau de communication semblable à WhatsApp. Ah d'accord, Telegram, interdit. Dans quel pays déjà? En Russie. En Russie. Ah oui, chez le boss, vous le comprenez et vous le savez déjà de qui je parle. Alors donc, merci beaucoup à vous Nadège. On vous retrouve tout à l'heure pour les détails du journal. C'est à 19h45 minutes. C'est le grand rendez-vous. Les plateaux s'ouvrent à présent avec Monde Agricole.
Bienvenue sur Monde Agricole. Votre rubrique est pimentée ce soir, chers téléspectateurs. Nous parlons en fait de production du piment, un légume fruit produit en majorité dans le sud Bénin. Reportage de Estelle Pazou. Fruit très aromatique, le piment est utilisé comme épice. C'est un aliment de base largement consommé dans plusieurs pays. Au Bénin, il est cultivé un peu partout. Les départements du Sud fournissent environ 70% de la production nationale selon un document du Programme des Nations Unies pour le développement. Les variétés diffèrent par la forme et la saveur plus ou moins piquante. Les plus présentes sont les piments verts ou rouges. Des centaines de sacs sont convoyés vers les marchés. Après le déchargement, plusieurs commerçants des pays voisins viennent s'approvisionner. Dans la plupart des cas, le piment est cultivé dans les jardins ou des périmètres d'aménagement agricole. Il peut être en culture seul ou en association avec la tomate, le niébé ou encore le maïs. La production se fait en culture pluviale, irriguée ou en contre-saison. Le piment est l'une des cultures maraîchères les plus produites et les plus consommées. Assurer de meilleures conditions de production et passer à la transformation pour limiter les pertes post-récolte reste tout de même des défis à relever. Oui, nous allons bien sûr parler de ces défis-là tout à l'heure. Et là, on a en plateau M. Robert Deguenon, qui est ingénieur agronome. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation d'être là. C'est un honneur pour moi. Allez, merci beaucoup. Alors, bonsoir Estelle Pazou. Bonsoir à vous, Wassim Gaba. On a un monde agricole un peu pimenté ce soir. Oui, ça va piquer et ça va brûler aujourd'hui. Ça va brûler aujourd'hui. Puisqu'on parle du piment. J'ai lu déjà que le piment, loin d'être légume, en tout cas tout le temps catalogué comme légume, c'est plutôt un fruit. Ouais. Et je l'ai dit dans le reportage, c'est un fruit aromatique, utilisé comme épice chez nous. Ah, ouais. Et dans plusieurs pays. Il y a beaucoup qui aiment ça. Oui, les gens comme vous, non? Ah oui, surtout quand vous avez du pays, vous devez aimer le piment. Ah bon? Ah oui. Alors, pour en parler ce soir, nous avons sur le plateau M. Robert Deguenon. On parle aujourd'hui de la production du piment. Alors, M. Deguenon, avant même de parler, comme je l'ai dit, de la production, est-ce qu'on peut avoir une définition du piment? Oui, et je vous dis bonsoir. Bonsoir. Bonsoir une fois encore. Le piment, comme vous l'avez dit tantôt, c'est une épice largement consommée dans notre pays. Et c'est une épice originaire, n'est-ce pas, de l'Amérique latine. Donc, nous allons profiter pour parler rapidement des différentes variétés de piments que nous avons. On peut les classer en plusieurs variétés selon leur forme et selon la substance piquante qu'on appelle capsaïne, n'est-ce pas, dans le piment. Donc, selon la forme, on peut avoir les piments ronds. Batakin chez nous ici. Ok. Batakin, bon, qu'on utilise beaucoup dans les charcuteries, là où on prépare la viande de chaud là. Bon, et on peut avoir aussi des piments longs. Des piments longs. Et bien, selon la teneur en capsaïne, c'est-à-dire la substance piquante, nous avons les piments forts. Piment fort, n'est-ce pas, et comme les piments appelés pili-pili, dans Mentaki. Ah, c'est très fort, le plus fort? Très fort, oui. C'est les petits piments. Les petits, là, les petits. Il y en a d'autres variétés qu'on appelle démons, c'est-à-dire des variétés améliorées et importantes, n'est-ce pas, qui sont très piquantes. Bon, il y a d'autres variétés qui sont appelées piments doux. On peut même aller jusqu'au poivron, parce que le poivron aussi est considéré comme un piment. Piment, n'est-ce pas? Bon, et dont le taux, n'est-ce pas, de capsaïne, c'est-à-dire la substance piquante n'est pas assez fort. Donc ça, c'est classé dans les piments doux. Donc voilà, en ce qui concerne la définition du piment. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec la production du piment au Bénin? La production du piment, bon, dites-vous que le Bénin produit beaucoup de piments, mais la demande n'est pas totalement satisfaite encore. Ça nous vient encore d'ailleurs. Ça nous vient du Nigeria,
ça nous vient de Burkina Faso et on doit faire un effort pour pallier à tout ça là. Parce que le Bénin est un pays essentiellement agricole, on doit finir avec ça. Mais dans le reportage, il y a une vendeuse qui dit qu'elle vend son piment à des clients nigérians et à des Togolais. Oui, ça dépend de la saison. Okay. Ça dépend de la saison. Il y a des saisons où le piment, n'est-ce pas, est largement produit ici, surtout par les régions de Malanville. La région de Malanville, de choses là, de Grand Popo. Donc, ça dépend de la saison. Mais il y a certaines saisons où il n'y en a pratiquement pas. Et cela doit nous venir, n'est-ce pas, du Nigeria. Et on doit tout faire, n'est-ce pas, pour combler ces déficits. Alors, est-ce que le Bénin a vraiment des raisons de donner priorité à la production du piment? Oui, pourquoi? Parce que, je le disais tantôt, c'est une épice qui est largement consommée. C'est-à-dire près de 75% de la population, d'ailleurs, dans près de 75% des mets réalisés dans notre pays, il a le piment. Il a le piment et c'est d'ailleurs une épice très riche en certains éléments nutritifs, tels que les vitamine A, la carotène, tout ça, c'est un élément très riche. Je ne me demande pas aux gens d'aller bouffer beaucoup de piment. Parce que oui, parce que même parfois, quand on n'a pas de la sauce, il suffit juste d'écraser du piment, d'ajouter un peu de sel et puis le tour est joué. Oui, je sais que vous aimez beaucoup ça. Un peu d'affettine, il ne faut pas l'oublier. Un peu d'appétit avec le piment, oui, ça marche. Ça se passe très bien. Oui. Donc le piment est très riche en ces éléments et c'est largement consommé d'ailleurs dans notre pays. Ça veut dire qu'il y a son marché et que les maraîchers devraient en faire, par exemple, une grande production. Oui, leur production de priorité. Oui, c'est ce qu'on essaie, n'est-ce pas, de faire. Puisque moi, je suis un maraîcher, parce que je suis ingénieur agronome, comme vous venez de le dire, mais je suis dans la production. Je connais quelques problèmes, n'est-ce pas, de la production. Donc, on peut en faire vraiment une affaire, mais ce n'est pas encore ça. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour accroître la production du piment? Pour accroître, il faut beaucoup de choses. D'ailleurs, les problèmes, n'est-ce pas, du piment sont des problèmes, n'est-ce pas, transversaux, n'est-ce pas, aux problèmes des produits maraîchers, n'est-ce pas. Il faut la formation. Il faut la formation, les acteurs doivent être formés en maraîchage, spécifiquement en production de piment. Il faut sélectionner des variétés adaptées, parce que toute variété de piment n'est pas adaptée à notre écologie ici. Il faut qu'il y ait des sélections, n'est-ce pas, pour avoir des variétés adaptées à notre écologie. Est-ce que les variétés adaptées sont celles que nous avons déjà sur le marché? Oui, il y a les variétés que nous avons sur le marché. D'ailleurs, il faut aller dans la chose. Des variétés endogènes ici qui sont en disparition. C'est-à-dire, par exemple, le dametaki, par exemple, petit là. On le trouve plus. Le petit là, bon, il y a une petite nuance, mais le dametaki ici, on ne le retrouve plus. C'est un piment très très fort, très piquant. On peut transformer, n'est-ce pas, en poudre de piment et exporter. Donc c'est un piment très fort en substance piquante comme la capsaïne. Donc il faut vraiment promouvoir ces variétés. Vous voulez dire qu'on peut en faire un piment identitaire, ce qui va identifier en fait le Bénin en matière de production de piment? Pourquoi pas? Parce que vous voyez, n'est-ce pas, la zone de production a donné son nom et à la variété, c'est dans le zoo. Dans Mentaki, à Bomi, n'est-ce pas? À Bomi, que ça se produit surtout. Donc, on pouvait, n'est-ce pas, produire un piment. Est-ce qu'à l'extérieur, le marché existe? Le marché accepte le dametaki? Pourvu que ce soit piquant, le piment est une épice consommée partout au monde, partout, et les gens consomment du piment. Et l'essentiel de ce que les gens recherchent, pour que ça soit piquant. Quand c'est bien piquant, c'est bien accepté. Donc, le dametaki est très piquant, et puis on peut réaliser des poudres, n'est-ce pas, de piment, n'est-ce pas, bien chaud, là, bien conservé et exporté. En tout cas, c'est des idées d'entrepreneuriat que vous donnez aux jeunes. Mais est-ce quelque chose m'a étonné, moi, vous l'avez dit que le Sud Bénin produit 70%. Oui, selon un document du PNUD que nous avons eu sur le net,
Oui. Au sud, la production du sud, c'est 70% de la production nationale du piment. Est-ce que c'est vraiment vérifié? C'est réel parce que au sud Bénin, n'est-ce pas, les zones de production, nous avons la vallée de l'Ouémé qui produit beaucoup de piments, surtout le Bataki et le piment là aussi. Nous avons les petits paysans qui font la culture pluviale, qui produisent du piment. Mais quand on va dans le mono, là, vraiment, c'est une grande zone de production de piment, surtout à Grand Popo. Grand Popo produit beaucoup de piment. Donc, quand on évolue toujours vers le nord, à Glazoué, d'ailleurs, il y a une variété qui a donné son nom à une variété, la variété Glazoué. Piment Glazoué. Piment Glazoué. Il y a Dametaki, il y a piment Glazoué. Et c'est une variété longue, de taille longue, quoi. Et à Malanville, c'est encore une grande zone de production de piment. C'est de là-bas que nous viennent les piments de forme ronde, Bataki, qui viennent surtout en certaines périodes. Mais il y a des périodes pour produire, n'est-ce pas, le piment rond, n'est-ce pas, là-bas à Malanville. Oui. Alors, on parle toujours de ce qu'on peut faire pour accroître la production du piment. Oui. Et est-ce que il y a des recherches qui ont été faites par rapport au piment et dont les résultats dorment dans les tiroirs? Parce que souvent, la réponse est toujours oui quand on pose la question, est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites dans ce domaine? Mais les résultats dorment. Oui. Est-ce que c'est le cas pour le piment aussi? Oui, il y a beaucoup de recherches. Sûrement quand on va à l'INRAB, on doit avoir beaucoup de recherches sur le piment. Mais ce que moi je déplore surtout, c'est les recherches faites par des étudiants, des apprenants, qui tiennent leur nom. C'est des recherches, vraiment, c'est des essais qu'on fait sur le terrain et il a des résultats. Mais généralement, ces résultats ne sont pas vulgarisés, ne sont pas mis à la portée du producteur. C'est caché dans des bibliothèques. En principe, moi, je suggère quoi? Je suggère qu'on fasse un résumé de ces trucs-là et qu'on mette à la portée des producteurs pour qu'ils puissent les utiliser pour valoriser la production de cette épice que beaucoup de gens consomment. Et pourquoi ne pas voir aussi la possibilité de transcrire ces résultats-là en plusieurs langues, puisque les maraîchers, pour la plupart, ne sont pas aptes à lire le français. À lire le français, donc c'est... Pour la plupart des analphabètes, n'est-ce pas, on peut transcrire ça en d'autres langues. Des résumés, des fiches de production qui montrent aux paysans comment produire, quelle variété produire, quelles sont les écologies, quelle est l'écologie, n'est-ce pas, du piment, tout ça là. Oui. En tout cas, moi je trouve que ces choses-là seront possibles quand nous allons comprendre un jour que la production c'est dans la tête et que les mains ne servent que d'instruments. C'est en réalité ça. Oui, les gens pensent que c'est le fait d'aller au champ et de travailler la terre avec la roue et tout le reste. Bon, c'est ça qui fait la production. La production, c'est d'abord dans la tête. Et c'est après, les mains, on utilise les mains juste pour exprimer ce qu'il y a dans la tête, pour matérialiser ce qu'il y a dans la tête. Je pense que c'est dans ce cas-là que ça pourrait être. Et il faut aussi penser au rendement, parce que le tout ne suffit pas de cultiver sur une grande superficie pour penser avoir, une bonne production. Il y a aussi cette technique culturelle qui permettent un bon rendement, mais avec un espace réduit. Oui, je suggère, n'est-ce pas, que pour faire une production et pour obtenir, n'est-ce pas, un bon rendement, n'est-ce pas, il faut d'abord choisir la variété. Il faut voir si la variété que vous voulez cultiver, est-ce que cela est adapté à votre écosystème, est-ce que dans votre microclimat, là où vous voulez produire le piment, la variété que vous avez choisie là, est-ce que cela est adapté? Mais avant ça, il faut d'abord voir si le marché cible accepte cette variété d'abord. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il ne faut pas produire. Avant de produire, il faut vendre d'abord. Donc, il faut voir si le marché que vous voulez servir est adapté. En tout cas, veut cette variété de piment. Donc, vous choisissez votre variété adaptée à votre à votre écosystème, adapté à l'écosystème, adapté aussi au marché. Vous devez le produire, n'est-ce pas? Le piment aime beaucoup la matière organique. Il faudrait que le sol soit riche en matière organique. Donc, autant d'aspects qu'il faut prendre en compte pour autant d'aspects. Il faut irriguer, il faut vraiment maîtriser la chose là. Il faut la maîtrise de l'eau.
Okay. La maîtrise de l'eau. Bon, pour ceux qui font la culture pluviale, ce n'est pas grave. Et on peut attendre la pluie, mais on peut plus continuer d'attendre. Attendre la pluie. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Deguénon. On va revenir sur ce plateau mercredi, je crois, pour parler de la conservation et après de la commercialisation du piment. Du piment. Ah ouais, ce serait bien. J'attends d'entrer dans ces détails-là concernant bien sûr le piment. Merci beaucoup, Monsieur Deguénon. Oui. À mercredi. Oui. À mercredi. Oui. Estelle, à mercredi. Oui, à mercredi. Vous allez beaucoup me manquer, mais c'est pas grave, c'est juste un jour. Allez, on continue avec vous, chers téléspectateurs. La suite du grand rendez-vous, ce sera bien sûr avec les environnementalistes. Oui, pour question de défense de l'environnement. On suit nature et bien-être. Les eaux usées issues d'exploitation industrielle causent beaucoup de dégâts à l'environnement. Les défenseurs de l'environnement qualifient cela d'actes de criminalité écologique. Ah oui, on en parle bien sûr sur le grand rendez-vous. On suit d'abord ce reportage pour illustrer le sujet. Vivre à Logozoré depuis quelque temps est devenu un calvaire. L'air, le sol et les eaux sont pollués et ce sont les populations de cet arrondissement de Savalou qui en pâtissent. Les activités économiques sont en baisse. La santé des populations se dégrade au jour le jour. Et à la base de tout ceci, cette usine de transformation de manioc en alcool qui déverse ses déchets dans la nature. Le Forum Biodiversité, constitué d'activistes environnementaux, ont eu vent de cet état de choses et sont allés écouter les populations victimes. Le voyageur qui traverse le Logozoré depuis quelque temps est bien obligé de se pincer le nez et de garder sa respiration s'il ne veut pas être pris de malaise. Tant est désagréable l'odeur qui provient des déchets de l'usine chinoise qui fabrique de l'alcool à partir du manioc. Les démarches menées par les autorités compétentes pour ramener aux normes environnementales les responsables chinois de cette usine sont restés vaines. Et le Logozoré se meurt lentement, mais sûrement. Sans langue de bois, les populations ont parlé de leur calvaire et crient leur ras-le-bol. À cause de leur influence sur nous, plusieurs ont peur de s'exprimer et ne sont pas venus ici. Depuis l'année dernière, toutes les activités que nous menons au bord du fleuve se sont arrêtées. Les déchets détruisent nos cultures, même les grands arbres périssent. Même quand nous utilisons l'eau du fleuve, ce sont des démangeaisons de la peau que nous avons et même de la partie génitale. Nous leur avons même demandé en contrepartie de nous faire un forage, mais ils ont refusé. Ils l'ont fait pour eux-mêmes et l'exploitent pour leur propre jardin. C'est dans ce barrage que nous puisons de l'eau à boire depuis 1961. L'eau n'est jamais finie. Mais après leur arrivée, le barrage a complètement tari parce que c'est cette eau qu'ils utilisent pour la production de l'alcool. Mais ça, ce n'est qu'en amont. En aval, ils ont pollué l'eau sur 18 km. Et c'est les femmes qui font la production maraîchère qui en souffrent. Les poissons ne peuvent même plus y vivre. Nous avons frappé à toutes les portes et toutes nos tentatives sont restées sans succès. Nous constatons souvent au centre de santé certains maux qui touchent souvent la population. C'est des gens qui habitent un peu le milieu, surtout les bonnes dames qui font le travail de jardinier de l'autre côté. Surtout ces gens-là qui se présentent souvent à nous. À la fin du mois, quand nous faisons le dépouillement, nous constatons que la population souffre assez des affections respiratoires. Et nous constatons aussi qu'il y a les maux de ventre qui menacent souvent les femmes, les mal de gorge, et qui ne répondent pas souvent aux antibiotiques prescrits. Et quand on demande les bilans, c'est la fièvre typhoïde qu'on révèle souvent. Accompagnés de scientifiques,
Les membres du Forum Biodiversité sont allés toucher du doigt ce désastre. Plusieurs prélèvements ont été faits afin de prouver de façon scientifique les dangers que ces populations côtoient au jour le jour. Après cette étape, plusieurs autres actions sont prévues pour faire la lumière sur cette situation. Vraiment, quand on aime le Bénin, on ne peut pas regarder ce genre de reportage sans réagir. Je me demande si nous sommes dans un pays sans contrôle, sans normes. C'est une interrogation peut-être qu'on va adresser à Josiah de Soubaudrenoum de Nature Tropicale. Ben, à lui maintenant de repercuter ça à qui le droit. On est là. Bonsoir Josiah de Soubaudrenoum. Bonsoir monsieur le journaliste. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau, mais j'ai un pincement de cœur concernant bien sûr ce reportage que je viens de voir. C'est vraiment la criminalité écologique. C'est exact, Assem Gaba, bonsoir à vous. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quand on regarde ces images, on peut réellement donner un sens à la notion de criminalité écologique. Et Monsieur Baudrenou, bonsoir à vous, bonsoir, va nous expliquer ce qu'on peut comprendre par la notion de criminalité écologique. Oui, et il faut simplement comprendre que dans chaque pays, et particulièrement au Bénin, nous avons des réglementations qui essaient de cadrer toute activité qui pourrait se mener dans notre cadre de vie, sur notre territoire, quelles que soient les entreprises qui s'installent. Les réglementations disent qu'il faut faire des études, et d'abord des études d'impact environnemental pour voir l'activité à développer, quels seraient les impacts, quelles seraient les conséquences, comment on peut les atténuer, autres. C'est parce qu'il y avait des réglementations qui montrent la voie. Mais qu'est-ce qu'on appelle crime? C'est que la loi dit ce qu'il faut faire, mais en réalité, les gens ne font pas. Et c'est ça qui crée problème. Et au niveau écologique, c'est qu'il y a un grand danger. C'est que pour des entreprises qui s'installent, où il faut faire d'abord ces études avant de s'installer, afin de planifier éventuellement les risques écologiques qui pourraient arriver et proposer des alternatives. Vous voyez, c'est dit, une industrie s'installe dans un pays, d'abord on voit développement. Mais est-ce que ce développement est durable? Pour que le développement soit durable, arrière-plan. Oui, les gens voient seulement le volet économique. Oui. Ah, c'est une entreprise, ça va amener emploi. Deuxièmement, on va valoriser nos ressources. On va faire ceci, on va faire cela. Mais sur le plan écologique, est-ce qu'on tient compte de l'impact négatif? Comment on peut atténuer cet impact-là? Est-ce qu'on tient compte? Et c'est ça le problème. Et qu'est-ce qui se passe réellement? On a vu les images. Oui, là, vraiment, c'est un cas vraiment spécifique. Et si je reviens d'abord pour dire au niveau des crimes environnementaux, au niveau écologique, c'est dit, il y en a beaucoup qui se passent dans notre pays. Surtout de sources industrielles, mais aussi de sources ménagères. Il y a des comportements que nous avons chez nous qui peuvent considérer comme des crimes environnementaux. Le fait qu'on prend nos propres déchets et on va les déposer directement dans des coups d'eau, dans les bas-fonds pour les fermer, c'est déjà grave pour l'environnement, pour notre santé et pour autres. Mais quand on prend ce cas précis, c'est qu'une entreprise qui s'installe, étude réalisée ou pas, c'est qu'après, quand l'ABE, l'Agence béninoise pour l'environnement, leur donne l'autorisation et le ministère délivre un certificat de conformité environnementale pour exécuter cette activité, c'est que les documents doivent être publics. Voilà. Tout le monde peut suivre. Et selon la procédure, il peut avoir des audits pour voir est-ce que ce qui est dit, est-ce que c'est ça qui se fait, comment sont gérés les déchets, tout se fait au fil du temps. Mais pour ce cas précis, c'est le cas de Logozoré. Oui. Et là, c'est plus que criard. Voilà une entreprise qui s'installe et qui se fait de l'argent. Et d'abord, à l'origine, c'est pour la transformation du manioc en alcool. C'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'on donne de la valeur à un produit local qui est du manioc. Mais on ne nous a jamais dit quelles sont les conséquences. C'est que la première conséquence, c'est que, bon, tout ce qui produit du manioc dans cette zone de Logozoré, de Dassa et Savalou et autres, c'est qu'avant, ils font plus de maïs, et ils font plus de manioc, et ils font
du gari, ils font du tapioca et autres, qui étaient bien appréciés et qui continuent d'être appréciés. Mais avec l'implantation orienter le manioc pour faire, là nous appelons ça vraiment le biocarburant. Le biocarburant. C'est du biocarburant, c'est du carburant, c'est de l'énergie qu'on obtient à partir du manioc. Voilà. Vous savez que le carburant, c'est-à-dire cet alcool, ailleurs, ça peut être transformé, raffiné et être utilisé dans des véhicules. C'est possible. Ça veut dire que c'est un outil de développement. Mais la première conséquence, c'est que le manioc qui doit servir pour nous alimenter va nous produire du carburant. On ne doit pas se plaindre. En ce moment-là, le gari devient cher, le tapioca devient cher. Ça commence un problème au niveau de la sécurité alimentaire. Oui. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui et qui est plus grave, c'est que ça crée un crime écologique. Et c'est ce que nous avons vu dans les images. Ça fait plusieurs années déjà. Vous savez, selon les tests, c'est que une entreprise qui produit du déchet doit traiter le déchet avant de jeter les eaux. Mais ici, tout est renvoyé dans le lac. D'abord, bon, ils ont un réservoir où on dépose les déchets. Mais quand ça se remplit, ça se déverse dans la nature et ça va se retrouver dans le fleuve. On a vu les répercussions sur le sol. C'est-à-dire, allons doucement en disant, d'abord, le constat, c'est que les populations se plaignent depuis, mais il n'y a pas d'intervention. C'est depuis des années. Depuis des années. Et un confrère à vous, un journaliste, serait de passage et a constaté que d'abord, en passant sur la route, l'odeur que ça dégage, ça ne permet même pas à quelqu'un de s'arrêter pendant 5 minutes. Vous voyez déjà, ça veut dire que ça fait déjà une pollution au niveau de cette route ou des gens qui passent. Mais pour ceux qui vivent dans ce village, c'est quoi? Imaginons. Et là, les déchets déversés rentrent dans le cours d'eau. Il n'y a plus de faune aquatique. Il n'y a plus de poissons, il n'y a plus rien. Plus de poissons du tout. Ou bien, s'il y en a des rares, ces poissons sont pollués. Ah oui, ça, maintenant, il y a des femmes dans ce village qui font du maraîchage. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que, comme vous avez vu sur les images, c'est que pratiquement rien ne pousse. Là où elles font du maraîchage avant, c'est qu'on prend de l'eau du fleuve pour arroser. Oui. Mais l'eau est polluée. Cette eau, elle est polluée déjà. Laissez-moi vous dire, pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre, c'est que dans notre pays, nous avons différentes variétés de manioc. Et il y a une variété que tout le monde sait qu'on ne peut même pas cuire et manger directement. Cette variété contient de l'acide cyanhydrique. C'est du cyanure qui est dedans. Et tout le monde sait, on appelle ça clara en langue locale, ça ne se prépare pas pour manger. Mais c'est utilisé pour faire du gari et ça marche très bien. Mais ce produit-là, qui est, quand on parle du mot acide, tout le monde sait que acide c'est dangereux. Parce que ce manioc en a déjà tué dans ce pays. Maintenant, on extrait ce produit et on le rejette directement dans la nature. Ça veut dire que le sol est pollué, tout est mort dedans, et les populations qui vont encore exploiter les ressources aux alentours, l'eau est polluée, plus de poissons. Joseph de Sougoudjérou, comment mettre fin à ça? Parce qu'il faut finir là où nous sommes et maintenant corriger le tir au niveau de l'environnement. Voilà, je crois proche de cette industrie. Il n'est pas tard pour le gouvernement de la rupture d'avoir les yeux vers comment l'environnement se gère proche des entreprises. Il ne faut pas qu'on se limite seulement à ce que les entreprises rapportent, mais pour le développement durable, c'est que le gouvernement de la rupture doit aller là. Qu'est-ce qui se passe? Actuellement, le Gozoré est en danger. Le Gozoré est en danger. Il faut faire quelque chose. Nous allons inviter le ministère du cadre de vie et du développement durable à travers l'agence béninoise pour l'environnement à descendre sur le terrain. Ils ont déjà fait des descentes, mais ça n'a pas bougé, oui. Je crois que la justice doit prendre ses responsabilités. Parce qu'il ne sert à rien chaque fois qu'on voit seulement les aspects économiques et on laisse les populations mourir. C'est qu'un audit environnemental devrait permettre de donner des directives si ce n'était pas fait avant. C'est-à-dire un plan de gestion environnementale, même après 20 ans. C'est que c'est des dommages créés à l'environnement, des dommages créés à la population et que cela soit corrigé. C'est le rôle de l'État, mais c'est aussi le rôle de l'entreprise parce que l'entreprise gagne de l'argent
mais je dirais simplement en tuant les populations. Et on ne peut plus accepter ça pour longtemps. Merci beaucoup à vous, Josea Bodjirenou, pour toutes ces explications. Voilà un peu, Assom Gaba, ce qu'on peut retenir de la criminalité écologique. On va poursuivre avec la thématique mercredi et vendredi. On va prendre un juriste, on va prendre un activiste qui va nous parler de la veille citoyenne. De la veille citoyenne. Sincèrement, il faut en finir avec vraiment, c'est ce genre de problème. Et ça évoque également la question de l'implication des populations dans la prise des décisions au niveau, bien sûr, des communes aussi. Et c'est ce sujet-là que nous allons évoquer également sur la rubrique Expert de ce grand rendez-vous. On reçoit pour vous l'expert pour vous dire déjà que les populations ont leur mot à dire dans la gestion de leur commune. C'est ce qui est d'ailleurs même recommandé pour la bonne marche du concept de décentralisation. Au Bénin, les populations sont-elles vraiment intéressées? Sont-elles vraiment impliquées? On va y répondre avec voilà, Souleymane Koto Yeriman. Il est consultant en développement local. Bonsoir. Bonsoir, Assom. Merci d'être là. Merci à vous. Alors, nous parlons bien sûr de la participation des populations dans la gestion de leur cité, de leur commune. Déjà, pour ouvrir, est-ce que les populations, à la base, sont-elles vraiment intéressées par les questions liées à la gestion de leur commune au Bénin? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous offrez de parler un peu de participation citoyenne avec nos concitoyens. Et il faut partir du début de la décentralisation pour pouvoir venir à la réponse à votre préoccupation. Il faut noter que lorsque nous démarrons le processus de décentralisation, nous n'avons pas travaillé à ce que les populations pour lesquelles ce processus est en train d'être mis en œuvre soient vraiment informées sur ce que c'est que la décentralisation et quel est surtout le rôle qui doit être le leur dans la mise en œuvre de ce processus-là. Et de l'autre côté, nous n'avons pas préparé les élus à briser les pratiques anciennes qui consistaient à tout faire pour la population pour laquelle on est élu ou nommé et à impliquer ces populations-là de manière à ce que eux aussi et elles aussi puissent vraiment contribuer à la mise en œuvre des politiques de développement qu'on aurait mise en place. Donc, ce qui a fait qu'au démarrage du processus, là, on n'a pas senti l'implication mais qu'est-ce qui a été dit alors au début de la mise en place de ce concept? Alors, lorsqu'on a commencé le processus de décentralisation dans notre pays, il y a eu, avec l'accompagnement de quelques partenaires, quelques séances d'information des populations ou quelques formations de ce qu'on a appelé les leaders d'opinion, les personnes émergentes dans les localités données. Mais au final, la plupart de ces gens-là sont allés aux élections, se sont fait élire, mais dans la mise en œuvre du processus, il y avait des biais, ce qui a fait que la première mandature n'a pas vraiment travaillé à impliquer les populations. Et au niveau national, on n'a pas communiqué pour pouvoir informer les populations sur le nouveau paradigme dans lequel nous sommes engagés. Est-ce que ce n'est pas une manière de cacher l'information à la population pour qu'elle ne soit pas vraiment regardante? Non, pas nécessairement, parce que le processus dans lequel nous sommes engagés, parlant de décentralisation, qui invite à la démocratie à la base, appelle à ce qu'on implique même ces acteurs nécessairement pour pouvoir réussir le processus dans lequel nous sommes. Mais au niveau national, nous avons une pratique, c'est que nous n'informons pas sur les textes de loi que nous avons, nous ne faisons pas en sorte que ces documents soient vulgarisés de manière à ce que les concitoyens puissent savoir quel est leur rôle. C'est ça qui s'est passé encore une fois au démarrage en 2002-2003, ce qui a fait qu'au cours des premières mandatures, on n'a pas pu s'en sortir. Donc, chemin faisant, avec l'aide des partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile ont commencé par informer sur ce que c'est que le processus et quel est le rôle de chaque acteur local. Donc, c'est comme ça que progressivement, les populations ont commencé par prendre conscience et les élus ont commencé par s'assouplir, à ne plus être les nouveaux représentants élus, mais qui se comportent comme les sous-préfets qui étaient nommés, mais plutôt comme des élus et qui sont dans la communauté, qui travaillent avec cette communauté-là
pour que la participation puisse vraiment être effective. Donc, ce qui a fait que ces 10 dernières années, nous avons quand même amélioré le niveau de connaissance des populations et donc leur participation directe aux actions de développement. Et dans le même temps, les élus locaux également ont amélioré leur posture. Ils ont commencé par progressivement s'ouvrir au dialogue. Ils ont commencé par créer ce qu'on a appelé les cadres de concertation pour pouvoir discuter avec les populations à travers des représentants. Et ils ont commencé également par faire de la reddition des comptes pour venir nous rendre compte du mandat qu'on leur a confié, de comment est-ce qu'ils le gèrent. Donc, de plus en plus, on peut dire oui, la participation prend corps et chacun commence par jouer le rôle qui est le sien dans le développement local que nous souhaitons. Alors, cette participation-là doit se faire à quel moment? Est-ce que c'est avant la définition des projets, la conception des projets, ou c'est pendant la mise en exécution, ou c'est après on vient faire le bilan? À tous les niveaux. La participation citoyenne, c'est d'abord sur plusieurs aspects du développement local que nous engageons, que ce soit au niveau économique, au niveau social, qu'au niveau politique, il y a de la participation citoyenne. Et donc, à chacun de ces niveaux, au départ, avant, pendant et après, nous avons le droit de regard, donc le droit également de pouvoir contribuer à la mise en œuvre des politiques. Déjà à l'élaboration des politiques publiques locales, les populations doivent être au cœur pour que dans le diagnostic que nous allons faire, nous puissions prendre au maximum possible leurs aspirations. Alors quand on dit que les populations doivent être au cœur, déjà à la conception, à l'élaboration des projets, est-ce que c'est toute la population qui doit venir ou bien elle doit avoir des représentants? Alors idéalement pour la planification, c'est que la majorité de la population soit consultée. Ce n'est pas qu'on va réunir la population de toute une commune à un endroit donné pour faire un diagnostic. Ce qui se fait, ou ce qui devrait être fait, c'est que par village ou par arrondissement, tout au moins, idéalement par village, qu'on puisse faire des diagnostics pour évaluer les besoins que ces populations ont, ce qui constitue la priorité pour elles. Et à partir de ce moment, on vient au niveau d'arrondissement pour faire une centralisation des priorités des villages, pour retenir ce que l'arrondissement ira défendre au niveau communal. Donc au niveau communal, on réunit également quelques leaders de chaque arrondissement, accompagnés bien entendu des élus locaux de ces arrondissements-là, pour qu'au cours d'un atelier national maintenant, compte tenu des priorités de chaque village recensé au niveau arrondissement, on puisse faire l'arbitrage pour retenir sur une période de 3 à 5 ans qu'est-ce que nous allons prendre en compte comme priorité de chaque localité afin que nous puissions aller au développement. Mais malheureusement, la manière dont nous le faisons aujourd'hui ne permet pas de faire un tel diagnostic. Nous faisons les diagnostics parfois au niveau arrondissement avec 10-15 personnes. Après, on retourne pour leur restituer quelque chose. On vient au niveau communal, on réunit une trentaine, une quarantaine de personnes pour faire une hiérarchisation des priorités. Et après, on dit qu'on a un plan de développement local qui, d'une manière ou d'une autre, prend en compte des aspirations, mais pas nécessairement les aspirations de chaque localité pour que nous puissions avoir le développement équilibré au niveau de cette commune-là, au niveau de ces villages qui ont quand même des besoins en infrastructures socio-communautaires, en infrastructures économiques, mais ça nécessite beaucoup de ressources que peut-être les communes ne veulent pas directement engager ou peut-être qu'elles n'ont pas, mais il faut travailler à ce que, avec les cadres communaux, le diagnostic puisse se faire au niveau de chaque village, que déjà à ce niveau-là, les populations participent et qu'ensuite on puisse arriver à avoir un document de planification qui reflète la réalité de nos concitoyens. Merci beaucoup, Monsieur Souleymane Koto-Yerima. On va revenir à vous dans un instant, puisque sur le grand rendez-vous, c'est l'heure du journal. Il est 19h45 partout au Bénin. Nadège Sani déjà en place. Rebonsoir Nadège, c'est le journal. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette tranche d'informations sur BB24. Voici les titres de ce journal. Il est de plus en plus rare de voir dans la ville des ateliers de dépannage. Ce métier serait-il en voie de disparition? Vous suivrez le reportage sur le sujet dans un instant.
Avoir un espace floral chez soi est une recommandation des aménagistes, mais les fleurs sont-elles disponibles pour autant? Réponse dans ce journal. En Russie, l'application Telegram pourrait ne plus fonctionner. Les raisons, cette messagerie semblable à WhatsApp aurait refusé de livrer aux services spéciaux les messages de ses milliers d'abonnés. Le dépannage, un métier qui se raréfie avec le temps. Un tour de ville et le constat est clair. Ce n'est plus ordinaire de voir des ateliers de dépannage. Suivez ce reportage pour plus de précision. Atelier de dépannage, bienvenue au cimetière des appareils électroniques. Pas un jour sans qu'un poste téléviseur, un poste radio ou leurs accessoires ne tombent en panne. Pour les faire réparer, difficile de jour en jour de trouver des spécialistes communément appelés dépanneurs. Une appellation qui ne partage pas tous. Le dépannage, c'est un nom universel. Le mécanicien peut dépanner. C'est ainsi que les électroniciens peuvent dépanner aussi. L'électronicien fait la réparation des appareils électroniques tels que les écrans, télévision, les postes radio, tous les appareils en électronique. Ils ne courent plus les rues, comme autrefois, les dépanneurs ou électroniciens. Le métier se meurt à petit feu. En cause, l'importation massive à l'état neuf ou recyclé de ces appareils. Depuis que les vins de France ont commencé à venir dans la ville, on préfère de venir prendre une télévision vin de France. C'est mieux d'aller chez les dépanneurs, quoi. Après blanc noir, on était en couleur. En couleur, maintenant, on était sorti en placement. Après placement, ça va sortir encore autre chose. Donc c'est ça qui diminue si nouvellement l'appareil est arrivé sur le terrain. Les gens négligent l'ancien et ne commencent pas à chercher le nouveau qui est sur le terrain. Là, nous aussi, ça nous perd un peu des clients. Lorsque l'autre a payé notre appareil qui est nouveau, qui est arrivé, il va oublier l'ancien. Il y a les vins de France. Pourquoi continuer encore à aller chez les dépanneurs? On préfère aller acheter les vins de France et garer les appareils qui sont tombés en panne. Avant, c'est nous qui avons cherché l'appareil pour les clients. C'est nous qui devons aller leur payer ça et installer. Aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui payent l'appareil. Ou bien les gens qui vendent même, si c'est gâté, arrivé là-bas, on va aller changer une autre compagnie. C'est ça qui a perdu tous nos clients aujourd'hui. Le nombre de dépannés depuis 1998, dès aujourd'hui, a diminué. Le coût de dépannage a diminué. Même ça ne reste qu'à peu près moitié aujourd'hui. Mais la mise à niveau de ces techniciens réparateurs est l'une des principales causes. Ne maîtrisant toujours pas les nouvelles fonctions des technologies avancées, ils endommagent parfois les appareils. À défaut, très peu en sortent réparés. Maintenant, il y a beaucoup de défauts dans les dépanneurs. La personne te donne garantie et ne tient pas les paroles. Donc on préfère de venir prendre celle qui c'est déjà sur place et c'est mieux, quoi. Effectivement, il y en a. Mais parce que le travail, comme je vous ai dit, dès le début que c'est difficile à l'apprendre, il y a des gens qui demandent à faire un an et demi. Il a abandonné son patron. Il allait installer ailleurs, il dit qu'il est technicien. Là, il va commencer par faire du débrouillage et bricoler les appareils des gens. Le besoin est quotidien. Une opportunité souvent pas saisie par les jeunes en quête d'emploi. Ici aussi se pose un problème de formation pratique. En attendant, les ateliers de dépannage continuent à servir de dépotoir. Produire de l'air pur, une fonction propre aux plantes, avoir un espace vert chez soi, c'est ce que conseillent les aménagistes au Bénin. Quelle est la préférence des citoyens? Comment se porte le marché des fleurs? Réponse dans ce reportage de Benol Djogbe et Christelle Tongodo. Un jardin d'Éden où les fleurs se marient avec amour, passion et beauté. C'est un paysage vert pour une multitude de vertus, dont la première est d'apporter de l'oxygène. Et les plantes permettent d'améliorer le rendement de l'homme. Sa productivité s'accroît et l'homme a besoin quotidiennement d'1 kilo d'oxygène. Où est-ce qu'on va le trouver? Ce n'est pas dans les véhicules, dans les chambres climatisées, à travers les airs conditionnés, c'est à la nature. Et une communauté de plantes au kilomètre carré
dégagent fournissent plus de 10 000 tonnes d'oxygène. Selon la croyance populaire, il existerait des plantes ou des fleurs porte-malheur. Mais les spécialistes du domaine ne partagent pas ce point de vue. Toutes les fleurs sont adaptées pour la maison. Il n'y a pas de fleurs qui attirent le malheur. Il en existe qui jouent un rôle décoratif et un rôle de protection. L'homme est capable du bien, l'homme est capable du mal, les plantes sont capables du mal, les plantes sont aussi capables. C'est comme le couteau. Ça dépend de comment vous le sollicitez, pourquoi vous le sollicitez. Chacune d'elles joue un rôle religieux, culturel, social, économique, environnemental, etc. Parmi ces milliers d'espèces végétales, dont de la nature, le choix se porte souvent sur certaines variétés. J'aime beaucoup les feuilles de menthe pour cuisiner en fait. Alors j'ai différentes fleurs à la maison, le basilic, le thym, le laurier. Et alors au lieu de les acheter en magasin, je préfère les avoir chez moi et les cueillir naturellement. Souvent, quand les visiteurs passent, ils cherchent à parler de plantes de protection ou bien de chance. Et les plantes qui doivent repousser les mauvaises vibrations. Bien que les plantes possèdent de nombreuses vertus, le marché des fleurs reste cependant moins animé. Les gens se disent que être dans un environnement pareil, c'est être bourgeois. Non, je dis non. L'homme, c'est son environnement, c'est l'habitat naturel de l'homme. Ceux qui n'ont aucune culture des fleurs n'y accordent aucune importance. Les plantes, c'est exactement comme les pagnes. Pour les femmes ou peut-être parfois pour les hommes. Il y a de chivi, il y a de tigan, il y a de visco, il y a de tout ce qu'on veut. Super basin. Donc, avec un petit budget de 500, de 100 francs, on peut avoir une plante ornementale. Et de la même manière, avec 500 000, on peut avoir une plante ornementale, 20 000, il y a les intermédiaires. Ça dépend de ce que vous voulez. Importé mino xosi togudo ba ne ko va ici donc chono afi enele mino asa do fi bo no va ki nu ku eton me. Il y a des fleurs importées qui reviennent chères aux clients. Nous achetons le matériel qui coûte cher avant d'exercer l'activité. Nous arrosons, nous faisons des forages, nous utilisons les pompes à eau, un arrosoir et du terreau. Bono ici, soit mino blo forage, bono le aussi, minoza pompe, minoza arrosoir. Le bonheur est une fleur qu'il ne faut pas cueillir, disait André Manois. Les fleurs, symboles de la vie, participent donc au rayonnement du cadre de vie et à l'épanouissement de l'être humain. Au Kenya, les expéditions de café ont reculé de 11% en valeur sur le premier semestre de la saison 2017-2018. L'information a été communiquée par la Bourse du café de Nairobi, qui renseigne également que les dites expéditions se situent à 10,4 milliards de shillings, la monnaie kenyane, soit 103 millions de dollars. Selon le directeur général de l'institution, cette baisse s'explique pour l'essentiel par la chute des prix mondiaux du café qui ont atteint le plus bas niveau depuis 2 ans. L'application Telegram n'est plus la bienvenue en Russie. Principale raison, cette messagerie qui compte des milliers d'abonnés refuserait de fournir aux services spéciaux russes les clés permettant de lire les messages des utilisateurs. Conséquence, elle pourrait se voir limitée d'accès à Internet. Reportage. Telegram. L'application aux 2 millions d'utilisateurs dans le monde est connue pour offrir une confidentialité élevée. Elle se trouve depuis quelques mois déjà engagée dans un bras de fer avec les autorités russes qui exercent actuellement une pression croissante sur l'Internet ces dernières années. Dans un communiqué, l'Agence nationale de régulation des télécommunications en Russie a indiqué avoir lancé une procédure pour demander de limiter l'accès à cette application. Une décision qui suscite des grincements de dents dans le rang des utilisateurs. C'est une très mauvaise nouvelle pour moi, car c'est vraiment une messagerie très pratique. Je suis vraiment dépité
qu'on la bloque, non seulement parce que je m'en sers, mais parce que c'est contre la Constitution. C'est certes plaisant que ce soit notre compatriote Pavel Durov qui l'a inventé. Ça fait chaud au cœur et ce serait donc vraiment vexant si on la bloquait sur le territoire russe. Je pense que c'est vraiment dommage et je serais triste si on la bloque, car tous mes amis sont déçus et c'est très pratique pour se contacter. C'est rapide, on est à l'aise dessus et en plus, les stickers sont cool. Cette nouvelle donne fait suite au délai de 15 jours donné à Telegram le mois dernier pour fournir ses clés de cryptage. L'avocat de la messagerie reste pour sa part ferme sur sa position. Pavel Tikov assure que les exigences de l'autorité de la régulation de lui fournir l'accès aux correspondances privées des utilisateurs sont anticonstitutionnelles et dépourvues de tout fondement juridique. Comme d'habitude, cela ne fera pas de grosses vagues parmi les gens. On en parlera pendant un moment, mais il n'aura pas de réel soulèvement. Et le plus probable, c'est que les gens utiliseront finalement une autre messagerie. Si Telegram était bloqué, elle rejoindrait le réseau social professionnel LinkedIn, inaccessible en Russie depuis fin 2016 pour n'avoir pas appliqué une loi récente imposant le stockage des données personnelles sur le territoire russe. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain. À demain donc, Nadège Sani pour une autre édition du journal. Demain, 19h45, bien évidemment. Le grand rendez-vous continue avec la suite du plateau Espère. Souleymane Koto et Raymond toujours avec nous. Alors, on comprend tout simplement, donc en matière de décentralisation, que les étapes pour la collecte des besoins des populations ne sont donc pas respectées. Pas toujours. Mais comment corriger le tir? Bon, comment corriger le tir? Déjà, c'est en faisant en sorte que l'élu soit proche de ses concitoyens qu'il est en train d'administrer, de manière à ce qu'au quotidien, il soit informé des besoins que ce dernier a, qu'on n'ait pas des super hommes qui soient à la tête de nos communes, de nos arrondissements, de nos villages et quartiers de ville, mais des citoyens qui vivent au cœur de leur communauté, qui vivent les réalités de ces communautés, de manière à ce qu'au cours des diagnostics, on ne fasse pas des diagnostics biaisés. Et qu'on prenne véritablement en compte les réalités du milieu pour pouvoir planifier le développement. Sinon, on va faire des plans de développement communaux de plusieurs milliards qu'on ne pourra pas exécuter ou dont l'exécution n'aura pas l'impact social et économique souhaité sur ces concitoyens. Il faut se doter de moyens pour pouvoir parcourir les hameaux, les villages, pour pouvoir faire vraiment l'évaluation des besoins. Alors, que dire alors de la participation citoyenne dans la mise en œuvre des politiques, puisqu'on vient de parler de l'élaboration? Alors, dans la mise en œuvre, dès que les politiques sont élaborées, il y a la phase de vulgarisation, la phase de diffusion qui permet aux concitoyens de savoir qu'est-ce qui est planifié. Et lorsque l'autorité communale élabore à partir de ce document quinquennal-là le plan d'investissement annuel, il est de bon ton qu'on puisse communiquer autour pour que le concitoyen sache au cours des 12 mois qui viennent qu'est-ce qui va être mis en œuvre afin de jouer le rôle qui doit être le sien dans la mise en œuvre de ce plan d'investissement. Et c'est là où nous avons encore quelques défis à relever parce qu'on ne met pas à contribution véritablement la mobilisation communautaire, le travail que la population elle-même doit pouvoir faire dans la mise en œuvre des politiques ou des infrastructures que nous réalisons. Nous n'utilisons pas suffisamment encore les compétences locales que nous avons. Donc, il faut au niveau du territoire faire en sorte que chacun puisse jouer son rôle. Et dans cette mise en œuvre, la commune a besoin de ressources. Et c'est là où le premier niveau de participation des citoyens doit pouvoir se jouer à travers le paiement des quelques contributions, que ce soit fiscales ou des taxes locales qu'on demande, que ces contributions soient libérées à temps pour que les communes puissent avoir les ressources pour mettre en œuvre. Donc vous pensez qu'il faut donc intéresser ceux qui vont participer, ceux qui vont jouer le rôle de veille citoyenne? Si je ne me sens pas concerné par la mise en œuvre des politiques publiques, je ne peux pas m'y engager. Donc il faut que je me sente comme étant
partie de la communauté dans laquelle je vis pour pouvoir m'y investir. Voilà. Et donc, pour jouer le rôle de participation citoyenne également, il faut une ouverture de l'autorité publique qui est en face. Sinon, en voulant jouer votre rôle de veille citoyenne, on vous prend pour des ennemis et finalement, vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs. Vous n'êtes pas des opposants, mais vous êtes des citoyens qui veulent que les conditions s'améliorent au niveau de leur milieu. Et pour ce faire, on a besoin que nous soyons impliqués dans la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local que les autorités élaborent et mettent en œuvre. Donc, il faut que ce travail puisse se faire de manière à ce que chacun puisse jouer le rôle qui est le sien. Dans la mise en œuvre, lorsqu'on a mobilisé l'argent qu'on a mis à la disposition également, on a le droit d'avoir notre regard sur comment est-ce que ces ressources sont utilisées, d'où la nécessité pour les citoyens de faire le contrôle citoyen de l'action communale de manière à ce qu'on puisse s'assurer que les deniers publics que nous mettons à disposition sont utilisés de manière optimale et pour notre bien-être, notre épanouissement économique, culturel et social dans le milieu. Merci beaucoup à vous. Alors, nous avons parlé de la planification, nous avons parlé également de l'étape de la mise en œuvre, mais à la fin, est-ce que la population est autorisée à aller demander des comptes aux autorités locales par rapport au programme? Bien entendu, c'est ça, j'ai commencé par dire tout à l'heure, le rôle de contrôle citoyen de l'action publique, c'est là où ça se joue. Nous avons périodiquement le droit d'aller demander des comptes pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Les périodes sont définies? Non, il n'y a pas de périodicité définie. La loi nous autorise à tout moment d'aller demander des comptes. Maintenant, aujourd'hui, avec la manière dont les communes fonctionnent, ils font la reddition des comptes, ils font des redditions trimestrielles dans des localités données. On peut profiter de ces redditions trimestrielles pour vérifier entre ce qu'ils sont venus nous rendre comme compte et ce qui est sur le terrain, pouvoir leur poser des questions pour vérifier que les choses sont dans les normes. Et enfin, au niveau de cette phase en aval, c'est plutôt de voir lors des élections comment est-ce que nous faisons le contrôle citoyen la veille également pour s'assurer que ceux qui n'ont pas bien fait ne restent plus, ne reviennent plus, afin que nous puissions donner la chance à ceux qui font bien de revenir pour pouvoir nous apporter le mieux. C'est aussi de la participation citoyenne d'aller voter, soit en sanctionnant, soit en plébiscitant celui qui a bien fait, en sanctionnant celui qui a mal fait. C'est la loi qui nous donne l'autorisation et nous devons jouer ce rôle. À des moments donnés, en matière de participation citoyenne, il y a les autorités qui disent qu'ils sont les seuls à être évalués à la fin de ce projet et jugent que donc la participation des populations n'est pas vraiment importante pour eux. C'est de l'ignorance. Qu'ils m'excusent de peu, c'est de l'ignorance parce que ceux pour qui ils mettent en œuvre ces politiques de développement-là, c'est ses concitoyens. Et si vous mettez une politique en œuvre pour quelqu'un qui ne se sent pas concerné, ça veut dire que finalement vous ne servez à rien, vous gaspillez leurs deniers publics et vous vous mettez dans une posture qui n'encourage pas la démocratie à la base et le développement local pour lequel nous avons amorcé le processus de décentralisation. Il faut que nous ayons le courage de dire à nos autorités qu'ils doivent s'ouvrir et pouvoir laisser les gens jouer pleinement le rôle de participation qui est le leur afin de les aider. Parce que la participation, ce n'est pas nécessairement pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est plutôt pour accompagner ce que vous êtes en train de faire au niveau local pour que nous puissions ensemble avoir un développement intégré de notre collectivité territoriale. Merci beaucoup à vous, Souleymane Koto-Yirima, d'être venu sur le grand rendez-vous. C'est moi qui vous remercie. On espère vous avoir très prochainement sur ce plateau. Voilà, merci beaucoup pour la promesse déjà. La suite du grand rendez-vous, c'est sur la route qu'on va bien sûr passer notre temps maintenant. Les 15 prochaines minutes, c'est sur la route pour parler du permis de conduire. Je vous informe déjà que ce parchemin peut vous être retiré à tout moment. Oui, c'est bien possible. C'est autant savoir. Bien sûr et bienvenue sur Autant Savoir. Nous parlons aujourd'hui du permis de conduire et le CNSR nous informe qu'il peut bien évidemment vous retirer votre permis de conduire. Mais dans quelles conditions? On va les préciser juste derrière ce reportage. L'apprentissage à la conduite est un exercice obligatoire pour toute personne qui désire circuler à bord d'un véhicule motorisé.
Entre la formation et l'obtention du permis de conduire, l'étape du test d'aptitude à la conduite s'avère indispensable. Par rapport à la phase de code, lorsque les auto-écoles déposent leur dossier et que la date d'examen est fixée, le jour, une liste exhaustive des candidats présentés est affichée avec un numéro d'attribution de salle et également un numéro de table que chacun occupe lors de son tour de passage lors de l'examen. Lorsqu'il obtient par exemple une note supérieure ou égale à 14, il est déclaré admissible au code et il pourra passer ensuite à l'étape de conduite. Tous les candidats admissibles sont répartis dans des jurys et chaque candidat dans son jury subit un examen dans un véhicule de l'auto-école où il a été formé. Permis de conduire, auto ou moto, il est délivré selon la catégorie de véhicules utilisés. Au niveau des motos, nous avons deux catégories de permis que nous passons. Le permis catégorie A2 pour les engins à 2 roues dont le centicube ne dépasse pas 125. Et nous parlons également du permis A3 par rapport aux véhicules que nous appelons véhicules de tourisme. C'est le permis B qui permet de conduire ces voitures. Ensuite, nous avons les permis que nous appelons les permis poids lourds. Nous en avons deux catégories. Nous avons les permis C et C1 et nous avons également le permis D pour conduire les cars. La participation à l'examen de conduite est subordonnée au dépôt de dossier dont les pièces constitutives sont prédéfinies. Un acte de naissance légalisé, une photocopie de la carte d'identité légalisée, 4 photos d'identité. Au niveau de la NAT, la quittance à acheter, c'est une quittance de 20 000 francs. Au niveau du trésor, c'est une quittance de 3 000 francs si le candidat veut passer le permis catégorie B et il achète ensuite un thème fiscal de 2 000 francs. Lorsqu'il subit l'examen et il réussit, déjà au niveau de l'Agence nationale des transports terrestres, lorsque les dossiers sont envoyés, en 2 semaines déjà, il peut déjà avoir son permis de conduire. Une fois l'étape de l'examen passée, le candidat peut donc retirer son permis de conduire à l'Agence nationale des transports terrestres. Reste donc l'étape de l'insertion progressive dans la circulation tout en tenant compte du code de la route. Merci à vous, Marcel, pour ce reportage. Et là, vous avez passé toutes ces formalités, toutes ces étapes pour obtenir votre permis de conduire. Il faut donc des comportements pour pouvoir donc mériter et garder, conserver sur vous ce permis de conduire. Sinon, on pourrait vous le retirer. Et c'est sûr, c'est ce que va nous confirmer M. Eric Dayonvi, agent du CNSR, déjà sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, nous parlons du permis de conduire. Je le disais, qu'on peut vous le retirer. Est-ce vrai ou faux? Effectivement, tu n'as pas tort. Et quand vous obtenez votre permis de conduire, c'est suite à des stages, suite à des formations qu'on vous l'a donné. Ça veut dire que sur la route, vous devez mériter ce permis de conduire. Donc, s'il arrivait que vous vous comportez mal sur la voie, le CNSR peut vous retirer votre permis. Et pour le faire, il y a une commission qui siège au Centre national de sécurité routière. Et cette commission technique spéciale de retrait de permis tire sa source dans l'arrêté général de 56 qui réglemente la chose et qui nous permet de retirer les permis aux usagers de la route qui ne se comportent pas bien. Voilà. Quand on parle d'usagers qui ne se comportent pas bien, c'est quoi en réalité ces actes-là qui donnent raison du retrait, qui motivent le retrait du permis de conduire? D'accord. Comme je le disais, il y a une commission au Centre national de sécurité routière. Et dans cette commission, ce n'est pas seulement le CNSR qui est représenté. Okay. Dans cette commission, nous avons le ministère de la Justice qui est représenté dans la commission. Nous avons le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. Aujourd'hui, maintenant, nous avons la police républicaine qui est représentée dans la commission. Nous avons aussi le ministère en charge des Finances qui est aussi représenté par les assureurs dans la commission.
Et quand nous venons maintenant au ministère des Infrastructures et des Transports, nous avons 3 directions qui sont représentées, c'est-à-dire l'ANATT, qui est représentée dedans. Il y a la Direction générale des transports terrestres. Il y a aussi le Centre national de sécurité routière qui est d'ailleurs, qui assure la présidence de la commission, de cette commission-là. Et pour que cette commission, c'est d'ailleurs tous les mois qu'on organise cette commission au Centre national de sécurité routière. Et c'est des procès-verbaux, les procès-verbaux que les gendarmes et les policiers nous envoient, parce que vous savez que quand il y a un accident, c'est eux qui viennent constater l'accident. Et dans ce PV, dans le procès-verbal, il y a les circonstances de l'accident sont dedans, et c'est à base de ces procès-verbaux que nous étudions, que nous voyons que tel individu a enfreint à telle loi de la route, et c'est par rapport à ça qu'on punit l'usager de la route. Mais écoutez, il y en a qui ont dit, selon certaines rumeurs, quand vous vous retrouvez dans un cas d'accident où votre véhicule, en tout cas, il y a mort, qu'on peut vous retirer votre permis de conduire. Oui, c'est ça que j'explique. C'est systématique? Non, ce n'est pas systématique. D'abord, quand tu fais un accident, matériel comme corporel, les agents de police, la police républicaine viennent faire le constat. Et quand ils font le constat, ils te retirent le permis et le livret de bord. D'abord, dans le constat. Ça veut dire que l'intéressé à qui on a retiré son permis ne doit plus se mettre au volant. Et quand ils te retirent le permis de conduire, ils font un PV, un procès verbal, qu'ils envoient au Centre national de sécurité avec ton permis. D'accord. Qui est mort ou pas? Quelle que soit la nature de l'accident. J'ai dit matériel comme corporel. On vient faire un constat. Suite à un constat, ton permis de conduire est retiré systématiquement. Et quand ils retirent le permis, quand tu viens, on te demande maintenant d'aller au CNSR pour retirer ton permis. Et c'est quand tu viens au CNSR maintenant que on te soumet à cette commission de retrait de permis là. Et c'est cette commission, j'ai déjà cité les membres de la commission, qui étudie ton cas. Et par rapport à l'infraction, on essaie par rapport au PV et tout le reste d'accident, oui, parce que c'est ça nous ne sommes pas sur le terrain. C'est le PV qui nous oriente par rapport au cas, aux fautes commises. Et c'est sur ce PV-là qu'on voit l'infraction commise maintenant et on te sanctionne par rapport à ça. Et ça va de 1 mois jusqu'à 12 mois. Il arrivait, donc le retrait n'est pas définitif? Non, ce n'est pas définitif. Il arrive des cas où c'est définitif. Oui. Parce que quand on constate dans le PV que l'infraction commise est d'extrême gravité, on te retire le PV pendant 12 mois. Mais quand tu deviens récidiviste, on te retire totalement ton permis de conduire. Parce que tu n'as plus droit. Tu constitues un usager dangereux. Tu es un danger pour les autres conducteurs de la route. Donc, toi, on t'enlève de la route. Et pour que tu ne puisses pas conduire, c'est le permis de conduire. C'est pour ça que quand on se met sur la voie, et contrôle le permis de conduire, les gens ne comprennent pas l'importance de la chose. Parce que c'est un acte qui t'autorise à conduire. Et quand on te le retire, tu ne dois plus conduire. Les gens brandissent des photocopies, des papiers, des photocopies simples, même ou bien des trucs scannés, et disent que c'est le permis de conduire. La loi n'autorise pas. La loi autorise le permis, le papier même que la NATT, délivré par la NATT. Et quand tu n'es pas en possession de ce papier-là, on te punit, tu es sanctionné par la loi. Même si tu oublies le permis de conduire au cours d'un contrôle routier, on te surprend et tu conduis avec un permis photocopie ou bien sans permis, on te verbalise et tu nous montres, on t'oblige à amener le permis de conduire et par rapport à ça, il y a une sanction qui est prononcée. Oui. Donc, jamais au volant sans permis de conduire. Le vrai. Non scanné. Parce qu'il y a beaucoup de permis qui circulent à Zongo. Nous le retrouvons souvent sur la voie. Oui. Et nous savons, parce que quand on prend un permis, si on ne te dit pas les caractéristiques du permis, tu ne peux pas reconnaître du vrai et du faux. Donc ça veut dire qu'au contrôle, on regarde tout ça là, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent sur la route. Et ça fait que nous sommes exigeants par rapport à ça. Donc, le retrait du permis, la commission technique spéciale de retrait du permis peut te retirer le permis de conduire pendant un bon moment. Ça veut dire que l'intéressé à qui on a retiré le permis de conduire n'a plus le droit de conduire. Il reste
Et c'est une sanction administrative parce que quand il y a mort d'homme, il y a d'abord une autre sanction qui se fait à la justice. Et tu es condamné pendant 3-4 mois. Quand tu finis d'épuiser ça, tu viens maintenant au centre national de sécurité routière maintenant pour la sanction administrative. Et cette sanction administrative passe par le retrait de ton permis de conduire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, même définitivement. Voilà. Alors là, il ne faut pas se mettre au volant sans permis de conduire, mais il arrive des fois où, en cas de force majeure, vous devez donc peut-être aider quelqu'un. Vous êtes peut-être dans la voiture, vous n'avez pas votre permis de conduire puisque vous n'aviez pas prévu aller au volant, mais vous avez le permis, peut-être qu'il est à la maison, et voilà donc que la personne se retrouve dans une situation vraiment compliquée et que vous vous dites, bon, écoutez, je suis obligé de me mettre au volant pour l'amener peut-être à l'hôpital. Non, il y a des cas comme ça qu'on comprend, parce que l'intéressé qui est en face de toi, quand il dit la vérité, tu comprends. Et quand il ramène le permis de conduire, quand tu vois que c'est un permis de conduire authentique, on arrive à fermer les yeux pour dire désormais, parce que le permis, ce n'est pas pour la maison. C'est pas pour la maison. Le permis, c'est pour conduire et non déposer à la maison pour conduire. C'est pour conduire. Et on va en arriver à un point parce que tu n'as pas évoqué le permis à point. À point. Parce qu'en France et au Maroc à côté, les gens l'utilisent déjà. C'est-à-dire quoi? Quand la commission siège et on te donne une sanction administrative, c'est-à-dire on t'enlève des points sur ton permis. Et quand tu vas épuiser tes points, ça veut dire que naturellement, toi-même tu sauras que il faut repartir à l'école. Non, tu n'es plus apte pour conduire, c'est fini. Parce que quand tu repars, ton permis est déjà là. Tu as un permis. Le système est tel que quand tu repars encore pour dire que tu vas obtenir un autre permis, le système va te dire que ce nom a déjà un permis. Et à cause de telle faute, on lui a retiré le permis. Donc c'est fini. Donc avec le permis à point, c'est dit le jour où on vous dit que vous avez épuisé les points, c'est fini. Donc plus jamais vous n'allez jamais vous le conduisez. Et on va en arriver là. Wow. Alors là, ce serait compliqué. Il va falloir faire très attention sur la route. De mieux circuler, de mieux pas. Parce qu'on voit des fautes banales et ça cause des accidents. C'est-à-dire que quand tu as ton permis, tu es autorisé, tu es apte. Donc sur la voie, tu dois pratiquer, tu dois observer le code de la route pour mieux circuler. Pour mieux circuler. Alors en attendant bien sûr le permis à point, actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je sais que le CNSTR est dans une vision de sensibilisation que de sanctions. Oui. Et en attendant le permis à point, parce que nous sommes en train de réfléchir par rapport à ça, nous allons exhorter les usagers de la route de faire beaucoup attention, d'être prudents au volant. Parce que il ne faut pas toujours avoir raison pour causer l'accident. Mais si tu as raison, et on remarque que tu peux éviter l'accident, tu es sanctionné également. Donc, il faut qu'ils fassent beaucoup attention et ils se disent qu'il y a une commission comme ça qui siège au Centre national de sécurité routière. Donc, je profite pour dire, ceux qui sont impliqués dans des accidents et qui vont au commissariat central, on leur demande d'aller au CNSR, c'est le moment de venir parce que les permis sont là et on ne trouve pas les intéressés. Donc, ils fuient carrément. Ils fuient et ils conduisent comme ça. C'est au cours des contrôles qu'on les surprend, qu'on les prend et on leur dit maintenant de venir. Et c'est en ce moment-là qu'ils courent maintenant derrière le permis. Il y a des gens qui ont fait des accidents pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Les permis sont toujours là et ils ne viennent pas. Et quand on les prend, parce que c'est le moment où tu t'es présenté, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence par... La sanction. La sanction commence. C'est pas que, par exemple, les gens viennent dire que c'est depuis 5 ans, depuis 10 ans, et on leur donne 3 mois. C'est déjà passé. C'est déjà passé. Et c'est une sanction de 3 mois, ou bien de 6 mois, par exemple. Donc, ils croient que, comme ils ont déjà fait 5 ans, ça veut dire que la sanction de 6 mois ne sera plus prononcée. C'est une erreur. C'est le jour où tu t'es présenté là-bas qu'on commence par défalquer ta sanction. Mais il y a des gens qui viennent et on leur remet systématiquement le permis. Hein, parce que ça dépend de l'infraction. De l'infraction. Oui. OK. Donc, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Quand on vous retire votre permis de conduire et que le commissaire vous demande, ou l'inspecteur ou l'agent de police vous demande tout simplement d'aller au CNSR, il faut s'y rendre pour voir en réalité quel est le niveau de gravité ou quelle sanction est donc appropriée à votre infraction, tout simplement. Merci beaucoup, M. Rideyon, d'être venu sur ce plateau. C'était vraiment un grand plaisir d'avoir partagé toutes ces informations avec vous. Alors, le grand rendez-vous, on va se rendre sur la toile. Cette fois-ci,
pour voir l'actualité qui s'y trouve. C'est à travers l'ActuWeb. Amis du Grand Rendez-vous, bienvenue sur la revue du web. Lutte contre la vente illicite des pesticides, les distributeurs recensés ce week-end informent le quotidien béninois La Nation. La vente illicite des produits phytosanitaires et vétérinaires est interdite au Bénin. Ce week-end, il sera procédé au recensement des différents acteurs de ce commerce sur toute l'étendue du territoire national. Cette instruction a été donnée en fin de semaine écoulée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Après les faux médicaments donc, le gouvernement s'apprête à engager la lutte contre les produits phytosanitaires et vétérinaires non autorisés. Il s'agit précisément des pesticides qui circulent librement sur les marchés et vendus comme des marchandises ordinaires. Toujours détenu, Simone Gbagbo suit avec attention les querelles qui déchirent son parti, le FPI, et rêve du jour où elle pourra de nouveau jouer un rôle. 7 ans après sa chute, l'ex-première dame n'a pas dit son dernier mot. Publié sur Jeune Afrique, cette information est à retrouver également sur le compte Twitter de Vincent Duhem. Une détention pas comme les autres. Ces conditions de détention n'ont certes rien de celles d'une prisonnière lambda. Dans son appartement d'un peu de moins de 50 mètres carrés, un salon très sobre mais équipé d'une télévision, une cuisine et une chambre. Mais cela n'a rien à voir avec ce qu'elle a connu à Odiéné, dans le nord-ouest du pays, où elle fut placée en résidence surveillée d'avril 2011 à décembre 2014. Là-bas, elle avait de l'espace pour courir, une maison à étage et un jardin avec des manguiers où elle élevait des lapins. Elle y parlait le dioula avec les hommes du commandant Lanciné Konaté, le chef de la sécurité de la ville, et apprenait à lire aux enfants du gardien. Elle a tant maigri qu'on a cru qu'elle était tombée malade, raconte son ami innocent. RDC, un prêtre catholique assassiné après la messe par des présumés miliciens. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des présumés miliciens ont assassiné dimanche un prêtre catholique qui venait de célébrer la messe à Kichanga. Il était âgé de 38 ans, a déclaré à l'AFP l'abbé Louis de Gonzague Nzambanita, vicaire général du diocèse de Goma dans la province du Nord Kivu. D'après le vicaire général, l'abbé Sengiumva avait partagé un repas avec les chrétiens et c'est juste après qu'on lui a logé une balle dans la tête, alors qu'il se préparait à retourner à Goma. La dépouille du religieux se trouve encore à Kichanga, selon la même source. L'assassinat du prêtre intervient après l'enlèvement vendredi d'un autre religieux, l'abbé Célestin Ngango, enlevé par des hommes armés non identifiés, avant d'être libéré contre rançon dans le territoire voisin. Dans cette zone, 3 autres civils enlevés ont été exécutés par leurs ravisseurs. Une équipe de Médecins sans frontières, MSF, affirme traiter une moyenne de 57 cas de violence sexuelle par mois sur le territoire contre 23 en 2017. Un badge bleu pour les community managers. Facebook indique que les personnes qui gèrent des pages suivies par de nombreuses personnes devront être vérifiées. Si elles ne le font pas, elles ne seront plus en mesure de publier du contenu avec leur page Facebook. Le réseau social n'indique pas à partir de combien de fans cette procédure sera requise. Et pour finir, Macron est invité par les évêques de France au Collège des Bernardins. Une première, un événement inédit selon RFI. Des discours seront suivis d'un cocktail à l'instar du dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France, de la rupture du jeûne, de l'Aïd des musulmans ou encore de la cérémonie des vœux de la Fédération protestante de France, mentionne Riposte catholique sur sa page. Établir la liste des invités a été un casse-tête, reconnaît Vincent Neymon, directeur de communication de la CEF. Ainsi se referme la revue de l'actualité en ligne. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à Rodrigue pour la présentation de l'ActuWeb. On se retrouve donc demain pour d'autres actualités, mais on ne va pas partir sans jeter un deuxième coup d'œil sur la météo. C'est très important pour demain matin. Regardez.
C'était donc là le grand rendez-vous, le tout premier pour le compte de cette semaine. Demain 19h00, on va se fixer un autre grand rendez-vous et on va y être avec beaucoup de plaisir. En tout cas, passez une très bonne soirée sur BB24. Ciao, ciao.